DOH. DOH. Beau Sanogo. Voilà. Do Sanogo. Oui. D'accord. Merci. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Docteur Hervé Dambélé. Hervé Dambélé, bonjour. J'évolue dans le secteur privé, je suis à Caille. Ah, d'accord. Heureux de faire votre contact. Je pense qu'on va faire bon cours ensemble. C'est clair. Bonjour, bonsoir, professeur. Oui. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Alhamdulillah. Moi, je m'appelle Flamand Koulibaly. Flamand Koulibaly. Flamand Koulibaly. Ah, Flamand Koulibaly. Non, non, non. Flamand Koulibaly. Voilà. Je vois, c'est écrit. Oui, c'est un nom authentique. Ah, Flamand. Oui, je suis c'est un nom plus ou bien? Non, je suis Sénoufo. Oui. C'est vraiment authentique. Oui, je suis médecin. Un Koulibaly Sénoufo. Oui, oui. Je suis médecin. C'est un Sénoufo d'alliance. Pas alliance, de nature même. Ok, j'ai voulu dans le domaine de la recherche biomédicale sur les maladies infectieuses. À Bamako ici? Oui, au niveau de l'ex-Institut Marchou. À l'ex-Institut Marchou, l'hôpital de dermatologie. L'hôpital de dermatologie. D'accord, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Docteur Dambélé Mahamadou. Mahamadou Dambélé, merci beaucoup. Première urgence internationale Badiangara. Ah, d'accord. Vous direz mon bonjour à mes cousins de Badiangara là-bas. Ok, sans problème. Inch'Allah. Merci. Merci. Je pense que de rien. Bonsoir, professeur. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Bah. Moi, c'est Issa Doumbia. Issa Doumbia. Médecin dentiste. Oui. C'est Seraf commune 4. D'accord. Vous ne serez pas là en salle aujourd'hui? Est-ce que vous serez en salle aujourd'hui? Non, je suis en ligne. Je ne serai pas en salle. D'accord, merci. Merci. D'accord. Bonsoir, professeur. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Bonsoir, je vous écoute. Moi, c'est bah. moi, c'est Ibrahim Kassambara. Oui. Médecin de formation. Oui. Voilà, je veux dans le domaine du VIH à Mopti. Kassambara à Mopti. Oui. Oui, à Mopti, oui. Sinon, je connais un Kassambara qui est au Je connais un Kassambara qui était au niveau de la cellule de lutte contre le VIH-Sida. Oui, il est toujours là-bas. Mais je n'ai pas son prénom en tête. Hein? Ah oui, moi, je n'ai pas son prénom. Moi également, je n'ai pas son prénom également. J'ai oublié son prénom. Ah, je le connais lors des ateliers. Voilà, au niveau de ces exécutifs. Ok. Moi, je suis au niveau de ces exécutifs de région contre le sida à Mopti. À Moptiville. Oui. D'accord, merci, M. Kamara. Kassambara. Ok. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur. Bonsoir, vous allez bien? Oui, professeur. Oui, merci. Avocat Jara. D'accord, Ijara. Moi, c'est Sidiki Kokaina. Je suis médecin de formation. Donc, j'ai fait santé publique et gestion de services de santé. Donc, je suis présentement en retraite. Bon, mon parcours, bon, il est un peu long quand même. Hein? D'accord, c'est pas grave.
Donc, moi, mon premier poste, c'était à l'hôpital de Gao, où je m'occupais du papier de médecine. Donc, j'ai fait 2 ans à Gao. Après Gao, je suis venu à Sikasso, au CCRF. Et du CCRF, je suis allé en formation pour aller faire santé, disons, gestion des services de santé à Dakar. Et après, je suis revenu et je suis reparti à Sikasso, mais maintenant à la direction régionale de la santé. Après les années, bon, à Gao, je suis allé à Gao en 1984. C'était mon premier poste. Donc, j'ai quitté Gao en 1986. Je suis venu à Sikasso en 1986 et je suis allé pour ma formation à Dakar pour la gestion des services de santé en 91-92. Je suis retourné en 1993. Donc, j'ai fait 2 ans de chômage avant qu'on ne me remette. Donc, après ces 2 ans de chômage, je suis allé à la direction régionale de la santé de Sikasso comme chef de division santé. C'est là-bas où j'ai beaucoup duré là-bas. J'ai fait plus de 10 ans là-bas, à la direction régionale de la santé de Sikasso. Donc, de la direction régionale de la santé, je suis venu au niveau de la DSR, division santé de la reproduction à Bamako. Et j'ai passé quelques temps là-bas. Après, j'ai eu un contrat de 2 ans avec l'UNICEF. Donc, je suis allé à l'UNICEF et j'étais au niveau de la région de Koudougou comme conseiller technique de l'UNICEF. Après les 2 ans, je suis revenu à la DSR. Et à la DSR, j'ai aussi obtenu un autre contrat avec les Néerlandais. Mais malheureusement, avec le coup d'État de 2012, ce contrat a été interrompu parce que les partenaires ont arrêté tous les financements. Donc, ce contrat a été arrêté en cours de route. Et je suis retourné à la DSR toujours. Et de la DSR, je suis allé à la CPS, la cellule de planification de la santé. Donc, j'ai passé 1 an et demi là-bas. Et de la CPS, je suis allé à l'inspection où j'ai pris ma retraite. Donc, voilà brièvement résumé mon cursus. Merci. Donc, c'est le programme, bon, je ne l'ai pas mis sur le repos propriétaire. Parce que j'ai oublié de donner la conseil à la chose. Moi, je ne peux pas manipuler. Donc, lui, il a mis uniquement les diapositives. Quand le premier cours, je sais que les cours, ils disent que c'est un volume d'horaire de 15 heures. Bon, mais moi, il me semble que 15 heures serait un peu insuffisante. Parce que c'est surtout les indicateurs qui nous prennent beaucoup de temps. Les indicateurs en matière de santé de la reproduction. Parce que, bon, il y a certains qui ne sont pas du domaine de la santé, surtout les gens qui sont du social. Et les infirmiers et les sages-femmes qui sont parmi vous ont beaucoup de lenteur à comprendre le calcul des indicateurs. Donc, c'est ce qui fait que les indicateurs là, même des fois pour calculer une proportion, il y a certains qui ne peuvent pas calculer une proportion. Les indicateurs nous prennent beaucoup de temps. Bien vrai qu'il y a un autre cours, parce que en statistique, il faut les indicateurs aussi. Mais malgré tout, quand même, ça va faire ma troisième année ici. Les 2 premières années, j'ai eu, comme c'est les indicateurs qui nous prennent trop de temps. Donc, il y a le concept de la santé de la reproduction, il y a le concept de planification familiale. Ensuite, il y a le dividende démographique, la transition démographique. Et encore, quoi encore bon, je parle vraiment africain, mais comme c'est un certain thème qui va nous prendre environ au moins 15 heures. Parce que la première année, je l'ai fait en 18 heures. L'an passé, je crois que c'était 17 heures. Mais l'an passé, ça n'a pas été terminé parce que ça a été interrompu avec la COVID-19. Donc, pour ne pas toujours traîner et prendre du retard, il est déjà que 16h40. Donc, le premier cours, ça porte sur le conseil de la santé et de la reproduction. Est-ce que tu peux tenter de me rappeler, disons, ce que c'est que la définition que l'OMS donne à la santé d'abord? Bien. C'était fait faux point. C'était fait faux point. Allô, s'il vous plaît.
Oui, c'est ce que vous dites. Allô? Qui est en train de parler, s'il vous plaît? D'accord, bon, je pose une question avant que le président réponde. Si quelqu'un peut me rappeler la définition de la santé donnée par l'OMS. Alors, professeur? Hervé, si tu peux me rappeler la définition que l'OMS donne à la santé. Okay. C'est qui parle? C'est Hervé ou bien c'est qui d'autre? C'est un état complet. Traoré Hamadi. Traoré Hamadi. Oui. Traoré Hamadi, est-ce que vous pouvez me donner la définition donnée par l'OMS à la santé? Oui. J'étais pas. Excusez. L'OMS. Oui. L'OMS définit la santé comme étant un état complet de bien-être physique, mental. Un état complet de bien-être. Pas seulement en absence physique, mental, social et social. Oui. Et qui ne consiste pas seulement à mental, une absence de maladie ou d'infirmité. Oui. Donc c'est un état complet de bien-être mental, social, physique, mental et ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Exactement. Donc ça, c'est la définition de l'OMS par rapport à la santé. Est-ce que les autres ont écouté la définition donnée par Hamadi Traoré? Oui. Ça. Donc on est d'accord que la définition que l'OMS donne à la santé. Est-ce qu'à partir de cette définition, on peut tenter de donner une définition à la santé de la reproduction? Oui. 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 Donc, moi je vais juste compléter un peu. Vous, c'est quel nom? Abdoulaye Traoré. Hein? Abdoulaye Traoré. Abdoulaye Traoré, oui, allez-y. Donc, je dirais que c'est un bien-être total sur le plan physique, mental, social, et relativement à tous les aspects du système reproductif. Donc, relatif au système de santé et du système. Relatif, voilà, à tous les aspects. Oui. C'est relatif à tous les aspects du système reproductif. Du système reproductif? Oui. Oui. Je n'ai pas suivi le début. Je n'ai pas suivi le début. Est-ce que vous pouvez reprendre? Parce que moi, je suis obligé de reprendre pour ceux qui sont dans la salle ici. Ok, je dis que c'est un état de bien-être total. Un état de bien-être total. Oui, sur le plan physique. Sur le plan physique. Mental, social. Mental et social. Et relativement à tous les aspects du système reproductif. Relatif à tout le système reproductif. Oui. C'est ça la définition que Traoré donne. Est-ce qu'il y a un autre qui veut donner une définition avant que je passe la parole à ceux qui sont dans la salle? Oui, professeur. Oui, allez-y, c'est quel nom? Hervé. Hervé Damélé, vous avez la parole. Voilà. Donc la santé de la reproduction est celle qui s'intéresse au mécanisme même de la reproduction et le fonctionnement des organes génitaux. Donc, c'est le mécanisme qui s'intéresse. Voilà. Le mécanisme qui s'intéresse à la reproduction. Et au fonctionnement des organes génitaux, quoi, à tout âge de la vie. Au fonctionnement des organes génitaux à tout âge de la vie. Voilà. D'accord, c'est bien écouté. Oui. Donc, ceux qui sont dans la salle maintenant, c'est à partir de la définition de l'OMS, est-ce qu'on peut tenter de donner une définition à la santé de la reproduction? Diarra, le prénom Michel déjà? Ça, c'est la définition de la santé en général. Donc, à partir de cette définition, est-ce qu'on peut tenter de donner une définition à la santé de la reproduction? Pour la santé de la reproduction, c'est le bien-être de tout ce qui concerne la reproduction, depuis la conception, le développement de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc, que ça soit bien, que ce soit le plus biologiquement possible sans incidents ou accidents.
D'accord. Madame, madame, c'est quel nom? Adjara Kanté. Vous êtes, quel est votre profil? Sage-femme. D'ailleurs, ce sera pour bien en privé. D'accord. Est-ce qu'on peut tenter de donner à partir de la définition que l'OMS donne à la santé, vous, en tant que sage-femme, que votre demande est privilégiée, est-ce que vous pouvez tenter de donner une définition à la santé de la reproduction? C'est la prise en charge de la reproduction depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, la prise en charge des aspects de la reproduction depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a donné une définition. Donc, ouais. Avant de là, la définition, j'avais oublié de vous présenter les objectifs du cours. Quand est-ce que vous pouvez lire l'objectif général? L'objectif d'apprentissage. À la fin du cours, l'apprenant serait capable de décrire le concept de santé de la reproduction. D'accord. Les objectifs spécifiques? Objectif spécifique. Expliquer le concept de santé de la reproduction. Identifier les volets de la santé de la reproduction au Mali. Décrire les composantes de la santé de la reproduction au Mali. Donc, ça c'est le premier cours. Donc, ce cours est surtout calqué sur les normes de procédure en santé de la reproduction au Mali. Donc, tous les concepts que les normes de procédure retiennent, c'est ce que j'ai résumé en quelques pages pour vous. Donc, on est au niveau de la définition de la santé de la reproduction. Il y a un de vos camarades qui a dit que la santé de la reproduction est l'ensemble des aspects qui s'occupent l'ensemble des disciplines qui s'occupent de la reproduction, de l'appareil génital, et depuis à tous les âges, disons. Donc, voilà ce que les PNP proposent. Yara. Définition de la santé de la reproduction. Le bien-être général, tant physique, mental que social de la personne humaine. Pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement, et non pas seulement l'absence de maladies et d'infirmités. Donc, c'est une définition donnée par la Conférence internationale sur la population et le développement en 1994. Et c'est une définition qui est partie de la définition générique de la santé, donnée par l'OMS, où on disait que la santé était un état complet de bien-être mental, physique et social, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. Vous voyez que les mêmes éléments ressortent ici. On voit bien-être physique, mental, social de la personne humaine. Pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie, d'infirmité. Donc, c'est une définition qu'on a, c'est la définition générale de la santé qu'on a prise pour l'adapter à la santé de la reproduction. Kanté. Concept santé de la reproduction au Mali. La santé de la reproduction suppose qu'une personne peut mener une vie sexuelle responsable, satisfaisante et sans risque, qu'elle est capable et libre de procréer selon son choix, ainsi que d'utiliser les méthodes de régulation des naissances qui ne sont pas contraires à la loi. Donc, on est toujours sur la base de la définition qu'on a vue sur la page précédente. On est toujours en train d'aller un peu plus loin. On dit que la santé de la reproduction suppose que la personne est capable de mener une vie sexuelle responsable. Donc, dans la sexualité est très, très importante. Il faut que chacun soit responsable de sa sexualité. Et que cette sexualité ne lui amène pas un risque. Et qu'elle est capable et libre de procréer selon son choix. Ici, on fait allusion à la planification familiale. Donc, il faut qu'on soit responsable et qu'on soit libre de procréer selon son choix.
Donc, on donne naissance à un enfant quand on veut et à temps voulu. Et d'utiliser les méthodes de régulation. Donc, pour ce faire, il faut qu'on utilise les méthodes de régulation de la naissance qui ne sont pas contraires à la loi du pays. Parce qu'en matière de régulation des naissances, il y a certaines choses qui peuvent se faire ailleurs, qui pour le moment ne peuvent pas se faire au Mali parce que c'est contraire à la loi. Tout est géré par la loi. Il y a même, dans ce cours-là, il y a même un chapitre sur la loi en SR. Qu'est-ce que la loi SR demande de faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il faut qu'on soit informé sur ce qu'on doit faire, surtout à ce temps de démocratie. Il y a certains qui peuvent vous appeler à la justice pour certaines choses qu'on fait, si on ne prend pas garde. Je prends l'exemple, dans le temps, une jeune fille de moins de 15 ans, disons jusqu'à 15 ans, ne pouvait pas se planifier sans l'avis d'un tuteur ou d'une tutrice. Donc, un agent qui planifiait cette fille-là, on pourrait le poursuivre devant la loi. Mais maintenant, ça a été levé. On n'a plus besoin de tutrice ou de tuteur pour planifier une fille. Et avant ça aussi, il y avait la femme ne pouvait pas se planifier sans l'avis de son mari. Vers les années 84. Une femme ne pouvait pas se marier et se planifier. C'est pour cela que quand les femmes venaient dans les centres de planification familiale, on leur demande de s'accompagner soit avec ceux qui sont mariés quand même devaient être accompagnés par leur mari. Et tout ça, c'était la loi dans son temps, mais tout ça, avec le temps, a évolué. Tout ceci ne sont plus une exigence. Donc, la scène de la reproduction, il faut que la personne soit capable de mener une vie sexuelle et responsable. Ça, c'est très important. La responsabilité dans la sexualité. Jara. Au sein du santé de la reproduction au Mali, ce qui va de pair pour les hommes et les femmes avec le droit à l'information sur la régulation de la fécondité et à l'utilisation des méthodes contraceptives de leur choix, à la fois sûres, efficaces, écouteuses et acceptables. Est-ce que tu peux faire un petit commentaire de cette diapositive? Oui, c'est... La première partie avant, c'était une... Là, avant, oui. C'est expliqué. Voilà, c'était des méthodes de régulation de naissance qui ne sont pas contraires à la loi, qu'elles soient aussi capables de protéger selon son choix et responsable de ses actes sexuels. Donc, c'est cette partie qui va les faire avec... va les faire pour les hommes et les femmes avec le droit à l'information sur la régulation de la fécondité. Cela veut dire instaurer la régulation. Donc, comment réguler ou les sensibiliser par rapport à la fécondité et en ayant la possibilité de le contrôler. Parce que de tomber enceinte quand on veut, d'avoir des enfants quand on veut, et de ne pas avoir quand on ne veut pas, et en expansion de naissance à sa guise. Professeur, je peux? D'accord, il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, appuyez-le s'il vous plaît. Oui, je peux l'appuyer un peu. Dambélé, Hervé. Hervé Dambélé, oui, vous avez la parole. Voilà, à propos de ces passages, il s'agit de donner l'information juste aux hommes et aux femmes sur les méthodes de régulation, de les expliquer clairement, voilà, les expliquer clairement, que ce soit les effets protecteurs, les effets secondaires, il faut que les gens aient l'information juste. Et puis, il faut aussi que ces méthodes-là soient efficaces et soient accessibles. L'accessibilité, c'est les coûts. Parce que si c'est cher,
les gens, bien sûr, ne vont pas aller vers. Donc, l'accessibilité va avec les coûts. Et bien sûr, acceptable qui n'est pas en l'encontre de nos mœurs et notre culture. Voilà, merci. On a mis la carte à 100 francs. Et on a tenu des réunions pour voir comment payer ces 100 francs par région, mais par cercle. Bon, à l'époque, c'était le temps de l'UDPM. Ils ont voulu politiser. Donc, toutes les régions, à part Sikasso, parce qu'à l'époque, moi, j'étais à Sikasso, toutes les régions ont dit que les cartes de vaccination seront prises en charge par les comités locaux de développement, c'est-à-dire par les cercles. Mais la seule erreur de Sikasso, à l'époque, on a même été critiqué, mais après, le temps nous a donné raison. Sikasso a dit non, les gens vont payer pour leurs enfants, les 100 francs là. Les pères, il faut que les pères payent pour leurs enfants. Donc, pour que l'enfant soit vacciné, tu dois payer. Au départ, la règle de Sikasso a été critiquée, mais par la fin, la règle de Sikasso, lorsqu'on a fait l'évaluation du père, la règle de Sikasso était en tête pour tous les valides. Parce que tout ce qu'ils ont dit que le CLD va payer, le CLD n'est pas arrivé à payer pour tous les enfants. Mais les pères qui étaient concernés du plan de santé de leurs enfants, à Sikasso, ont payé. Donc, c'est tout la notion de l'accessibilité financière. L'acceptabilité est très, très importante. Parce que quelque chose peut être accepté dans une localité et être rejeté dans une autre. Par exemple, si je prends l'emplacement des centres de santé, vous voyez, si vous allez placer un centre de santé à côté d'un cimetière, des fois, ça peut être une cause de rejet du centre de santé. Donc, l'acceptabilité est très, très importante dans tout ce que nous faisons. Oui, qui demande la parole? Oui. Ici aussi, il y a c'est Koulibaly. Koulibaly. Oui, Flamand. Koulibaly est à la parole. Ok. Monsieur Koulibaly Flamand. Oui, et de façon pratique, oui. Par rapport à ces problèmes de cartes-là, nous, on a vu ici à Bamako, dans certains centres, oui. Où on refuse de vacciner l'enfant parce que la mère n'a pas pu payer la carte. Oui. Est-ce que ça, c'est normal? Bon, normal, pas normal, quand même, on ne peut pas vacciner un enfant sans carte. Moi, je présente des registres si la mère ne paye pas la vaccination. Carte. Attendez, si la mère ne paye pas la carte, l'agent de santé ne pourra pas payer à sa place. Oui. Et si on la vaccine sans carte, oui. au moment de l'évaluation de la couverture vaccinale, oui. Un enfant vacciné sans carte est considéré comme non vacciné. Okay. Parce que la couverture vaccinale, oui. La présence de la carte de vaccination est le premier élément qu'on demande à la mère. Oui. Donc, toutes les mères, quand vous voyez la couverture vaccinale au Mali, on dit que la couverture vaccinale au cours des évaluations est très basse. Oui. Une des raisons, c'est que les gens ne gardent pas la carte de vaccination. Okay. Donc, si l'agent de santé ne peut pas payer la carte à la place de la maman, oui. La mère n'a pas les 100 francs. Oui. Donc, c'est l'enfant qui va prendre les pots cassés. Parce que l'agent de santé ne peut pas payer pour tout le monde. Moi, mon problème, c'est par rapport aux registres qui tiennent là. Quel est l'intérêt de ces registres? Le registre là. Non, le registre, c'est pour faire. Parce que dans le registre, il y a le numéro. Oui. Le registre de vaccination, il y a le numéro d'identification de l'enfant. Oui. Et quand l'enfant vient, on ouvre le registre, on lui donne un numéro. Oui. Et ce numéro est mis sur sa carte, et la carte de vaccination. Oui. Mais si on vaccine l'enfant sans la carte, au moment de faire une évaluation de la couverture vaccinale, le registre ne sera pas là-bas pour évaluer la couverture vaccinale. Ah, mais c'est compliqué alors. Le registre est un support administratif utilisé par les structures de santé
afin de pouvoir faire leur rapport périodique, soit mensuel, soit trimestriel, soit annuel. Ah, ok. C'est là le rôle que joue le registre. Mais la carte aussi est très importante, surtout pour évaluer la couverture vaccinale. Étant donné si c'est important pour être utilisé dans cette enquête, oui. les peu qui ne parviennent pas à payer, et peut-être les structures pourraient s'organiser pour essayer de pallier à ça. Sinon, la couverture va toujours être influencée par ces aspects. Et des fois, on pense que les gens n'aiment pas la vaccination. Ouais, tout cela va dépendre d'une organisation locale. Okay. Au niveau local, le conseil de gestion du centre de santé de Cercle peut décider que, après avoir fait une investigation de pauvreté de la famille, dire que la famille n'est pas capable de payer les 100 francs. Donc, c'est le service social qui doit en ce moment prendre le relais. Mais tout ça, c'est une souveraineté locale. OK. Et ça peut être géré de façon différente d'une zone à une autre. OK. Mais ça, c'est des décisions qui doivent être prises par le conseil de gestion des centres de santé. OK. Mais ce n'est pas une décision nationale. OK, merci. Je ne sais pas si... Merci pour savoir, c'est d'où ça me ouais. Je reviens par rapport à la même question. Est-ce que ce n'est pas trop laisser l'enfant de laisser un enfant non vacciné parce qu'il n'a pas de carnet de vaccination? Est-ce que c'est éthique maintenant, à l'instant T? Parce que le vaccin, quand même, est important pour l'enfant. Et l'affaire de carnet de vaccination, pour l'enfant même, ne sait même pas de carnet de vaccination. Et qu'on refuse de vacciner un enfant parce que la maman n'a pas de carnet de vaccination. Bon, je pense que quelque part aussi, là, je pense qu'il doit y avoir une mauvaise volonté de la part des parents aussi. Hein. Voilà, professeur, c'est ce que moi je soutiens plus. Je pense 100 francs quand même. C'est pas le bout du ciel quand même. On peut demander ça à quelqu'un. Moi je pense qu'il y a une volonté, une mauvaise volonté qui est là et que franchement la personne ne veut pas vacciner son enfant. Sinon, on peut demander 100 francs pour payer le carnet. Elle n'a pas 1000 enfants. Voilà, si vous commencez avec une personne... Parce que en réalité, on est en train de... Dans cette histoire, on est en train d'habituer aux gens trop à la facilité. Alors que l'enfant, quand même, c'est une responsabilité aussi. Donc c'est pour cela, on dit que voilà, dans la définition de la santé de la reproduction, vous avez vu, la société est responsable. Voilà. Quelqu'un qui va payer les 100 francs pour vacciner son enfant. Oui. Est-ce qu'il doit mettre au monde beaucoup d'enfants? Il doit s'abstenir d'en faire. Non. Comment s'abstenir? D'accord, je pense qu'on va continuer. On est ça passe pas. Ah oui. Il doit s'abstenir d'en faire. Des commentaires, mais des commentaires très intéressants. Celle qui vient d'arriver, c'est quel nom? Bonsoir. Est-ce qu'on peut lire ce qu'il y a au tableau? Aussi, les populations ont le droit d'accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien la grossesse et l'accouchement, afin que les femmes aient toutes les chances d'avoir des enfants en bonne santé. Donc, ici, est-ce que celle qui a lu peut faire un commentaire d'abord? Maïga. Vous avez lu. Donc, il faut faire un commentaire de ce que vous avez lu. Avez vous commenté? Il faut que la population soit accès aux services. Oui. Que ça soit prénatal, la prise en charge de la grossesse. Oui. Les accouchements dans les bonnes conditions, afin que les couples aient la chance et les gens qui font les traitements d'infertilité aussi, pour que tout le monde ait un enfant en bonne santé, tout le monde soit. Très bien, vous avez fait allusion à quelque chose qui est sous-entendu ici, parce qu'on a dit, vous avez parlé des couples qui souffrent d'infertilité. Ce n'est pas mis ici, mais c'est sous-entendu. Vous avez vu, afin que tous les couples aient les chances d'avoir des enfants en bonne santé.
Donc, il y a ceux qui sont en grossesse déjà, ça veut dire qu'elles sont déjà fécondes. Il faut qu'on leur donne la chance que la grossesse se déroule normalement. Mais les couples qui ont déjà des problèmes, il faut qu'on les aide à avoir des enfants. Et au bout du rouleau, ceux qui sont arrivés à avoir des grossesses sans intervention, et celles qui sont arrivées à avoir des grossesses après intervention, il faut que tout le monde ait, au bout du rouleau, un enfant ou des enfants en bon état de santé. Et tout cela pour le plein épanouissement de la famille et de la société. Jara voulait dire quelque chose? Oui, c'est comme une bonne consultation prénatale. Voilà. Suivi et régulier des femmes durant toute la période. D'accord. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Est-ce que l'ITCP s'est présenté? Ou bien il a désisté? Bon, oui, on n'est plus. Ouais, le diapo a passé déjà. C'était juste par rapport au choix, quoi. Il y a un élément. Ouais, oui. Dans le diapo précédent, il y a un élément quand même capital aussi, c'est par rapport au choix. Au choix. Ni influencer, c'est-à-dire que les patients, ni imposer les choix. Voilà, la cliente doit librement faire son choix après avoir expliqué en tout cas les pour et les contre. On ne doit pas imposer un choix, mais il faut que ce soit un choix éclairé. Voilà, un choix éclairé, quoi. Je voulais parler de ça. Très bien, merci de ce commentaire. Voilà. Et ici aussi. Oui. Oui, voilà, quand on parle d'accessibilité, je pense qu'il y a les deux aspects. Effectivement. L'aspect accès aussi financier. Voilà, donc, quels sont ces deux aspects? Est-ce que tu peux les rappeler? Ouais, il y a accès géo et puis est-ce que tu peux rappeler les deux aspects de l'accessibilité? Oui, je dis qu'il y a accès géo. L'aspect géographique. Voilà, géographique. Et puis il y a aussi l'aspect financier. L'aspect financier. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est les services qui doivent aller vers les bénéficiaires. Effectivement. Voilà. Donc, imaginez les centres qui sont à 10 km, à 15 km. Là, on peut parler d'accessibilité. La volonté peut y être là, mais des fois, les moyens de déplacement posent problème. Il y a la distance qui est là. Voilà, il y a aussi le coût des différents sports. Donc, c'est pour cela qu'en son temps, on a imaginé les différentes stratégies avancées et les stratégies mobiles. Voilà, tout ça, c'est pour résoudre les problèmes d'accessibilité géographique. Voilà. Parce que les services de santé, quand même, les services de santé, quand même, peuvent un grand rôle à jouer dans l'accessibilité géographique. Maintenant, mais l'accessibilité financière est plus compliquée encore. Voilà. Maintenant, le troisième, c'est par rapport même à la disponibilité des agents qualifiés. Même si la population ville, c'est pourrait des fois que nos centres les plus reculés souffrent vraiment en insuffisance de personnel qualifié par rapport à ces différentes prestations. Il y a aussi ça. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Merci. On verra ces aspects-là, on va discuter des normes de procédure dans ce cours-là. Il y a quelques diapositives par rapport aux normes de procédure. Il y a les qualifications dont on va un peu parler. Okay, merci. Merci, on va continuer. Yara. Les services de santé de la reproduction comprennent l'ensemble des méthodes techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation par la prévention et la résolution des problèmes pouvant se poser dans ces domaines. Est-ce que vous pouvez tenter de faire un petit commentaire de cette diapositive? Les services doivent faire de sorte que l'ensemble des méthodes ou des techniques qui peuvent résoudre les problèmes liés à la reproduction donc, soit accessibles et utilisables par les personnes concernées, les femmes en âge de procréer, sans poser des problèmes particuliers.
Zaouzata. Oui, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? On dit que les services de santé, la reproduction, on veut dire que ça rassemble l'ensemble des méthodes techniques. Toutes les méthodes techniques contribuent au bien-être matière de vie. D'accord. Professeur. S'il vous plaît, qui veut intervenir? Et moi, je vais intervenir. C'est qui? Hervé. Hervé, vous avez la parole. Ok, merci. Ok, donc par rapport à cette diapositive, oui. Quand on parle de l'ensemble des méthodes et techniques ici, on peut parler un service de SR, il y a vraiment du tout. Par exemple, quand on prend un hôpital, un service de SR va comporter une maternité pour pouvoir faire accoucher, la salle de CPN, la salle qui s'occupe des SAA, la salle qui va s'occuper de la consultation, bien sûr, gynéco externe par rapport à la prise en charge, que ce soit d'autres problèmes liés liés au sexe, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Il doit avoir un service aussi normal pour les jeunes, les conseils. Donc tous ces trucs doivent être présents pour vraiment aider les gens à résoudre leurs problèmes liés à la santé sexuelle. D'accord. Merci. D'autres veulent intervenir. Merci Hervé. Donc on va continuer. Par rapport à cette diapositive, vous voyez que ici, ça veut dire que la salle de la reproduction, ce n'est pas uniquement la salle de la reproduction. Bon, dans le domaine de la santé, il faut réunir beaucoup de choses pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Ces choses, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des services. Dans les méthodes, dans les services, Hervé vient de citer certains services. Dans les techniques, il y a la qualification, par exemple, la qualification technique. Et dans la méthode, il y a la façon de faire. On peut être qualifié si, vous ne faites pas, si la bonne méthode n'existe pas. Je parle l'accueil, par exemple. L'accueil, c'est une méthode. Vous avez beau être qualifié, si votre accueil n'est pas bon, vous ne serez pas apprécié par la population. Et l'accueil, à elle seule, prend un grand pourcentage de la douleur, de la souffrance. Le bon accueil. Donc, ça peut prendre tous ces aspects en compte qu'on dit que les services de santé de la reproduction doivent comprendre un ensemble de méthodes et de techniques et de services. Dans les méthodes, j'ai pris l'exemple sur l'accueil. Même la façon de parler, tout ça c'est important dans la SR. Moi, je me rappelle encore, lorsque j'étais à Tigasso, on a fait l'évaluation de la couverture vaccinale. On a trouvé que la couverture vaccinale était devenue basse. Donc, on nous a demandé de faire la recherche active des cas perdus. Donc, on envoie les gens dans les familles. Parce qu'on regardait dans le registre tous les enfants qui avaient commencé la vaccination, mais qui ne l'avaient pas terminé. On relevait leur nom, comme ils avaient toute leur identification dans le registre. Donc, on allait les chercher. Et par hasard, on est tombé sur un enfant d'un enseignant ce jour-là, un enseignant qui est supposé aider la santé pour résoudre les problèmes. Cet enfant avait commencé la vaccination, mais n'a pas terminé. Donc, on l'a posé la question, mais pourquoi vous, en tant qu'enseignant, votre enfant a commencé la vaccination et il ne l'a pas terminé? Là, ça a répondu, bon, effectivement, quand même ce jour-là où j'ai amené cet enfant au centre de santé, j'ai eu un agent qui a l'âge de mon enfant, que je peux avoir comme enfant, mais
qui m'a lancé de telles choses-là que je ne pouvais pas supporter. Et dès ce jour, j'ai décidé de ne plus continuer. Tu vois? Donc, l'accueil avait été mauvais. Sinon, le parent avait commencé la façon, mais son premier contact avec le service lui a donné un mauvais souvenir du service. Et lui, il a pris la décision de sanctionner l'enfant. Ça, c'est une sanction de l'enfant. Et il a fallu qu'on le sensibilise pour qu'il révèle à la raison et reprendre la vaccination de l'enfant et terminer. Donc, ça veut dire que les méthodes sont très, très importantes. La façon de parler, même la façon de s'habiller, des fois, les gestes, des fois, c'est important dans la communauté. Jara. Ceci inclut aussi les soins liés à la santé sexuelle, qui ne doivent pas se limiter aux conseils, les soins relatifs à la population et aux ISP, mais aussi à l'amélioration de la qualité de vie et des relations interpersonnelles. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement, il ne faut pas seulement se limiter à la partie technique, mais il faut aller au-delà, jusqu'au niveau, à la notion de la vie, dans les relations, dans les autres relations, telles que vous avez bien les citer, les relations interpersonnelles. Oui, interpersonnelles, interprofessionnelles, entre les agents qui assurent ces services et ceux qui servent. Ça veut dire que les relations interpersonnelles jouent un grand rôle dans l'échec de ce que nous faisons. L'exemple que je vais donner, c'est un type de relation interpersonnelle. C'est entre un prestataire et un client. Donc, si la relation ne se passe pas bien, ça joue défavorablement sur nos services. Or, tout ça, ça entre dans la qualité. La qualité, ça ne veut pas dire que je suis compétent seulement. Hein. La qualité, il y a le comportement qui entre dans la qualité. Et la manière de faire aussi. Je vous raconte une petite anecdote aussi. À Sigasso, moi j'étais au centre de santé. Il n'y avait que l'hôpital, il n'y avait qu'un mur qui nous séparait de l'hôpital. À l'hôpital, il y avait les Chinois. Mais il y avait beaucoup de gens, quand ils allaient en consultation chez les Chinois, ils quittaient chez les Chinois, ils venaient chez nous encore, au centre de santé. Une fois, je me suis permis de demander, je dis, mais quand tu as quitté chez les Chinois, tu reviens chez moi là. Alors, chez les Chinois, on t'a donné les médicaments. Chez moi, tu viens, moi, je te donne une ordonnance. L'intercesseur m'a répondu, oui. Ah, c'est nouveau. Ah, n'est pas non. Vous m'avez loqué. Donc, quoi, le m'a dogi. Donc, la Chinois ne l'a pas examiné. On l'a interrogé et on l'a donné les médicaments. Donc, il n'était pas satisfait. Il a pris les médicaments, il est sorti seulement, il est venu et de l'autre côté de la porte, il est rentré chez nous. Parce qu'il n'y avait que le mur qui nous séparait. Pour tout ce que nous faisons, il faut prendre le temps de bien faire. Il faut prendre très bien les choses. Et des fois, quand vous prenez l'examen, les gens qui sont à la force sont très pressés. Effectivement, ils sont très pressés. Mais quand l'autre dit, ah, j'ai plus de temps à la porte, il y avait une raison pour ce qu'on m'a fait là. Si cela doit être fait chez tout le monde, en train de communiquer au téléphone. Tout le temps. Sans penser à ces gens qui sont à la porte et qui ont laissé leur occupation pour venir vers eux. Professeur? Oui, allez-y. Oui, c'est Mohamed. Mohamed Ali. Mohamed Al-Khalifa. Bon, en fait, attends, je vois Mohamed Ali là. Oui, Mohamed Al-Khalifa. Mohamed Al-Khalifa. Effectivement. Khalifa Ad Mohamed. Oui. Allez-y. Cette diapositive veut dire
Non, celui-ci. Présent, oui. Allez-y. Non, plutôt le passé, quoi. Là où il parlait des... Allez-y. OK. Ici, c'est et des soins. Il veut faire ressortir le côté I. Oui. En plus aussi l'alimentation de ces patients. L'amélioration de la qualité de vie, oui. Dans la qualité de vie, il y a beaucoup de notions. Hein. Effectivement. Donc, vous avez parlé. Oui. L'alimentation. Donc, vous avez parlé. Effectivement. Et personnel. Effectivement. Si c'est au niveau du centre même, entre les personnels, et entre les personnels et les patients, en plus, si on trouve un cas de couple aussi. Un cas? Entre couples, quoi, les couples. Entre couples, oui. C'est-à-dire qu'au niveau d'ici, il veut faire sortir aussi le couple aussi, la relation du couple. La relation entre le couple, la relation de la qualité de vie. Quand on dit interpersonnel, ça peut être entre un agent et son client. Ça peut être entre deux agents et ça peut être au sein du couple. Voilà, effectivement. OK. On peut continuer? Oui, merci. D'accord, on avance. Au Mali, la santé de l'enfant est considérée comme un volet prioritaire dans la politique de santé. À cet effet, beaucoup le concept de santé de la reproduction. Il faut prendre en compte la santé. Non. Vous avez vu, depuis qu'on a commencé à parler, partout quand on parle de procréation, il y a l'enfant là-dedans, non? Quand on parle de sexualité, l'enfant, quelque part là-bas, la santé de l'enfant est très important au Mali. Parce que quand on prend les services même au Mali, les services de santé au Mali, quand on enlève la mère et l'enfant, il y a très peu de choses à faire. Nos services sont surtout en grande majorité orientés vers la mère et l'enfant. Kanté. Ainsi, le concept de santé de la reproduction comprend un ensemble de c'est un ensemble. Voilà, un ensemble de mesures préventives, curatives et promotionnelles visant à améliorer la prise en charge des groupes vulnérables qui constituent les femmes, les enfants, les adolescents, les jeunes, afin de réduire la mortalité, la morbidité maternelle, infantile, juvénile et promouvoir ainsi le bien-être de tous les individus. Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez commenter la diapositive là? Un volontaire qui est en ligne, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, professeur. Oui. Hervé, vous avez la parole. Non, c'est plutôt Aïdara. Aïdara, il est comme affiché. Je vois le bon. qui est affiché. Ah, c'est le docteur Aïdara. Bonsoir. Docteur Aïdara, la parole. Bonsoir. Oui. Voilà, donc à travers cette diapositive, je vois que a mis l'accent sur la santé de l'enfant et de la femme, idée maternelle, les grossesses tardives pour réduire multiples. Donc, c'est un exemple de santé, de la promotion de la santé. Voilà, c'est un commentaire par rapport à cette diapo, professeur.
D'accord, merci docteur Haïdara. Oui, merci beaucoup. Donc, par rapport à cette diapositive, vous voyez, surtout. Professeur? Oui. Alors, j'ai quand même. La diapositive, quand même, il y a les hommes qui manquent, quoi. C'est la reproche que je fais. Les hommes vont venir après. Voilà. C'est la reproche que je fais à cette diapositive. Les hommes vont venir après. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Les hommes viendront après. D'accord. Mais quand un homme a sa place sont guéris là. Oui, mais. Au moins 80% à moins. Ok. Il va rester avec 20%, mais les hommes seront concernés. Voilà, il ne faut pas qu'on nous oublie. Quand on va avancer, les hommes ici, on a dit les groupes les plus vulnérables. Ok. Donc, les groupes qui sont exposés à beaucoup de risques. C'est vrai, c'est vrai. La femme du fait de la grossesse est exposée à beaucoup de risques. C'est vrai, c'est vrai. L'enfant, du fait de beaucoup de maladies infantiles, est exposé à beaucoup de risques. Oui. Les adolescents, du fait de leur immaturité, sont exposés à beaucoup de risques. Effectivement. Donc, ceux-là sont plus exposés que les hommes. C'est vrai. Mais quand on va avancer, on va prendre les hommes en compte dans les normes de procédure. Ok. Merci. Mais quand même, quand on regarde la santé de la reproduction, quand même, les 80% des études de la santé de la reproduction au Mali sont dirigées vers les enfants, les femmes et les adolescents et jeunes. Les 80% des activités. C'est vrai. Il faut qu'ils soient exposés à beaucoup de risques. On est d'accord? Oui, professeur, on est parfaitement d'accord. C'est vrai. D'accord, on avance. La santé de la reproduction, ainsi définie, vise à améliorer les vies qui part de la naissance jusqu'à l'âge avancé. Donc, vous voyez tout ce qu'on vient de dire, c'est l'âge avancé. Parce que quand on va voir les volets, vous allez voir que quand vous prenez les troubles de la ménopause, tout ceci font partie de la santé de la reproduction. C'est à un âge avancé qu'on fait les troubles de la ménopause. Donc, ce n'est pas uniquement la jeunesse, ce n'est pas uniquement les adolescents, mais c'est depuis la naissance jusqu'à un certain âge avancé qui est pris en charge dans la santé de la reproduction. Et celui qui a dit que les zones ne sont pas prises en compte, on va le voir. Quand on va, dans les normes procédures, il y a la prise en charge des problèmes liés à la prostate, par exemple. Ça, c'est pris des éléments qui sont pris en compte, mais ça couvre peu en pourcentage par rapport aux femmes et aux enfants. En pourcentage, c'est peu élevé que par rapport aux enfants et aux femmes. Sinon, les hommes n'ont pas été omis, ils ont été pris en charge dans certains volets. Maintenant, on va un peu parler du déterminant de la santé et de la reproduction. Qu'est-ce que c'est un déterminant? Qu'est-ce que c'est un déterminant? Un déterminant. D'accord. Celui qui est en ligne, oui. Qui influence l'état de santé. Hervé? Non, il y a un camarade qui répond déjà là. Docteur Damele Mahamadou Majangar. Mahamadou Damele, vous avez le parole. C'est des facteurs qui influencent. Très bien. Donc, effectivement, il y a qui a la même définition que vous. Donc, c'est les facteurs qui influencent l'état de santé d'une population. Maintenant, après cette définition, est-ce qu'on peut tenter de donner les déterminants? Quels sont les facteurs qui influencent l'état de santé d'une population? Bon, il y a facteurs environnementaux. Facteurs environnementaux. La pollution. Comme la pollution, oui. La pollution de l'eau aussi. Ça, c'est environnemental, effectivement. Ensuite. Facteurs politiques. Les facteurs politiques, est-ce que le politique, l'environnement? Moi, je dirais que plutôt les facteurs biologiques.
c'est la politique dans l'environnement, parce que vous par exemple, des planifications, parce que si certaines choses qui ne peuvent ne pas être en ou bien regrouper d'autres choses aussi telles que une bonne politique. Voilà, comme il a cité les facteurs environnementaux, les facteurs biologiques. Biologiques. Il y a les facteurs aussi liés à notre système de santé. Les facteurs liés au système de santé. Voilà, il y a aussi peut-être d'autres style mode de vie, quoi. Le style et mode de vie. Oui, qui est aussi peut-être un peu différent de l'environnement, ou bien ça dans la vie, c'est pas. Bon, il y a certains qui les mettent dans l'environnement. L'environnement, voilà. Il a dit des facteurs biologiques. C'est ça. Quelqu'un a dit facteurs environnementaux. Le système de santé. Et le système de santé. Oui. Les 4 facteurs, effectivement, dans les 2 groupes que j'ai consultés, bien vrai qu'il y a une relation entre les facteurs, il y a la logique ou en lien même à notre biologie, notre constitution biologique, donc ça influe sur notre état de santé. Vous voyez, il y a certains qui résistent mieux à certaines maladies que d'autres, des facteurs biologiques. Si je prends, il y a une forme d'hémoglobine qui résiste plus à quelle maladie là. Il est vrai que la déconstruction d'une maladie, cette hémoglobine mal formée résiste à certaines maladies que l'hémoglobine normale. La forme AS résiste plus au paludisme. La forme AS, oui. Ça résiste mieux au paludisme que la forme normale. Oui, oui. Donc, la biologie intervient, les facteurs environnementaux interviennent et les facteurs liés aux habitudes de vie. Bon, les habitudes de vie, il y a certains qui les mettent dans l'environnement, mais il y a d'autres qui les détachent. Et les facteurs liés au système de santé, c'est-à-dire les infrastructures, la politique, tout ce qui est politique de santé, entre à ce niveau. Donc ça, c'est une façon de classer les facteurs qui déterminent l'état de santé. Mais entre ces facteurs, il y a une interrelation. Ouais. Une relation qui évolue entre notre état de santé. Parce que si nous avons de mauvaises habitudes, ça va influencer l'environnement. Je prends l'exemple, nos mauvaises habitudes vont contribuer à salir l'environnement. Et cet environnement qui installe va agir sur les moustiques, par exemple. Et ces moustiques vont nous piquer et nous donner le paludisme. Donc, c'est notre habitude de faire, de mettre les eaux un peu partout, les eaux stagnantes, de ne pas faire de bons réseaux d'écoulement des eaux de ruissellement. Ça, c'est nos habitudes qui ont influencé sur l'environnement. Et l'environnement a fait que les moustiques se sont multipliés et les moustiques vont nous piquer et nous donner là. Et le système de soins, très généralement, surtout en dernier ressort, parce que le système de soins est là pour réguler tout ça. Parce que c'est le système de soins qui doit d'abord prévenir tous ces problèmes liés, tous les problèmes liés à la biologie. Le système de santé doit tenter de les résoudre. Donc, si le système de santé n'est pas arrivé à résoudre ces aspects, cette différence aussi va jouer sur notre état de santé. Et si c'est bien résolu, ça joue favorablement sur l'état de santé. Si ce n'est pas bien résolu, ça joue défavorablement sur l'état de santé.
Donc, il y a une interdépendance, une interrelation entre ces différents facteurs. Aucun facteur n'est pris isolé. Diara? L'état de santé d'un individu ou d'une population à un moment donné est le résultat de l'action de ces différents facteurs à des moments différents. Ainsi, les facteurs biologiques et environnementaux et ceux reliés aux habitudes de vie interviennent comme des conditions antécédentes. Est-ce qu'on peut tenter de commenter? C'est le cas. Oui, Diara, allez-y. Donc, ici, je veux dans le sens que comme l'État dépend de ces facteurs et des actions menées à différents moments. Donc, les facteurs en synergie, tels que biologiques, environnementaux, reliés aux habitudes, qui interviennent comme des facteurs en amont des résultats du santé, qui déterminent l'état de santé. Mais si ces facteurs sont défectueux, ça a une influence directe sur l'état de santé. Donc, ici, on veut dire que les trois prérequis qu'on a cités, c'est-à-dire les facteurs biologiques, les facteurs environnementaux et les facteurs, les trois premiers, c'est les facteurs biologiques, les facteurs environnementaux, l'habitude. En amont. C'est-à-dire, ceci intervient en amont. C'est-à-dire, on doit juger à ce niveau avant qu'on tombe malade. Maintenant, quand on tombe malade, c'est à ce moment que le dernier facteur intervient. Il convient également de signaler les interrelations possibles entre ces facteurs. Aussi, certains facteurs biologiques ou de l'environnement ont des influences possibles sur le comportement. Le système de soins, de son côté, intervient ultérieurement comme facteur de restauration. Oui, c'est le système de soins qui vient maintenant pour restaurer ce qui s'est mal passé. Mais, bon, quand on dit restauration ici, mais le système de soins aussi intéressant. Mais si on a dit système de soins, parce qu'ici, la prévention n'a pas été prise ici, parce que même en amont, parce que le système de santé, juste sur l'environnement, parce que tous les messages que nous donnons, si je prends l'exemple sur les gens qui fument, n'arrêtent pas fumer, ou bien pour que ceux qui fument puissent arrêter de fumer. Donc le système de soins, en général, intervient après pour restaurer, mais il intervient aussi, il intervient en majorité aussi pour éviter certaines situations déplorables. Mais il y a une interrelation entre les différents facteurs, que ce soit biologique, que ce soit environnemental, que ce soit ou que ce soit lié au système, une interrelation que cette situation de santé est liée uniquement à tel facteur. Il y a une interrelation entre les différents facteurs pour déterminer l'état de santé d'une population. Politique, normes et procédures en matière de santé dans la population. Qu'est-ce que la politique? Attendez, je vais poser la question à ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont en ligne, qu'est-ce que la politique? La politique. La politique en matière de santé de la population. Alors. Oui. Il y a un volontaire? Il y en aura. Il y a. Oui, professeur. D'accord, la politique.
Oui, la politique. En politique, c'est vraiment améliorer une situation. Pour pouvoir améliorer une situation. Très bien. Qui a d'autres idées? Je dirais une stratégie. Allô? Une stratégie. Une stratégie. Allô, professeur? Oui, allez-y. C'est le docteur Kone. Kone a la parole. Oui. Une politique, c'est l'ensemble des directives. Voilà, donné par l'État. Oui. Pour subvenir aux besoins en matière de santé de la reproduction. Pour répondre aux besoins de la pour répondre aux besoins en matière de santé de la reproduction. En matière de santé de la reproduction. Bon, je vais peut-être un peu cadrer ma question. Oui. Quand je dis politique ici, c'est politique de santé. Service. Politique de service de santé. Allô, professeur? Oui, allez-y. Moi, je définirais la politique de santé comme l'ensemble des mesures prises pour améliorer l'état de santé de la population. L'ensemble des mesures prises pour améliorer l'état de santé d'une population. Oui. D'accord, on va tenter de définir les normes maintenant. Qu'est-ce qu'une norme en matière de SR? Qu'est-ce qu'une norme? Je demande la parole. Oui. Pour moi, la norme, c'est ce qui devrait être fait devant une situation donnée. Une norme, c'est ce qui devrait être fait devant une situation donnée. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui veut intervenir avant qu'on passe aux procédures? Je dirais c'est les indicateurs. Non, on a toujours normes d'abord. Une deuxième définition des normes avant qu'on passe aux procédures. Professeur. Je peux terminer. Oui, allez-y. Oui. Donc, moi, je dirais. Docteur Sanogo, vous avez la parole. Ah? Docteur Sanogo a la parole. Oui. Docteur Sanogo, moi, je dirais oui, que la parole. C'est l'ensemble des règles édictées oui. pour mener à bien un acte. L'ensemble des normes, des règles édictées pour mener à bien un acte. Oui. D'accord, maintenant, qu'est-ce qu'une procédure? Je voulais ajouter à vous. Je voulais ajouter à ajoute votre définition avant qu'on passe aux procédures. Voilà. Comme il a dit, c'est l'ensemble des règles. Et ces règles-là doivent être scientifiquement vérifiables et approuvées. Oui. Maintenant, les procédures. Je demande la parole. Oui. Oui, pour la procédure. Et professeur? Professeur? Ça, c'est une procédure. Oui. Procédure, ça veut dire la manière dont il faut vraiment faire l'activité, les gestes, etc. C'est la façon dont on l'a fait. La façon de faire une activité. Justement. Un geste. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui veut intervenir? Oui, je voulais dire la même chose. Je voulais dire c'est la méthode, quoi. La méthode. Oui. C'est l'ensemble des méthodes qui nous permettent de faire une activité bien donnée. L'ensemble des méthodes qui nous permettent de faire une activité bien donnée. Oui, oui. Alors, dedans, il y a les étapes, toutes sont décrites. Alors, professeur. Oui. Donc, la parole, s'il vous plaît. Une procédure, c'est l'ensemble des formalités qui doivent être remplies. L'ensemble des formalités qui doivent être remplies. D'accord. On va voir les différentes réponses maintenant. Ah oui. Djaoudia. J'ai une professeure qui s'appelle Djaoudia Touré. Ah bon? On a fait de médecine ensemble. Elle s'appelle Djaoudia Touré.
Non, non, maintenant, elle est à Côte d'Ivoire. Son père était pédiatre. Son père ne vit plus. Le professeur Touré. Il était pédiatre à la Gabriel Touré. Et on dit ça. Allons-y. Dans le souci de fournir des prestations de qualité correspondant aux besoins prioritaires des populations, les documents de politique, normes et procédures en santé de la reproduction ont été élaborés depuis 1995 et sont régulièrement révisés. Ces documents doivent servir de cadre de référence pour l'ensemble des intervenants. En matière de SR au Mali, il y a des documents qu'on appelle les documents de politique, normes et procédures. Et tout ça, ça a été fait dans le souci qu'on offre des services de qualité aux populations. Et les premiers documents de normes et procédures ont été élaborés en 1995. Mais avant 1995, la division santé familiale à l'époque, parce qu'à l'époque on l'appelait santé familiale, la division santé familiale à l'époque a élaboré des procédures. Il y avait 11 volumes de procédures qui étaient là pour faire les activités. Mais pour parler de normes et pour parler de politique, normes, ça fait de 1995. Mais la procédure, l'élaboration des procédures ont commencé depuis 1997. Mais ça, c'est uniquement les procédures en 1997. Mais les 3 documents, politique, normes, procédures, les 3 documents élaborés ont commencé en 1995. Et normalement, les documents sont mis à jour tous les 5 ans parce que la science est quelque chose qui évolue. Une vérité d'aujourd'hui est une information de demain. Le stade doit être mis à jour continuellement. Si je prends l'exemple, les premières procédures qui ont été élaborées en 1997, dans ces procédures, on parlait du flambage pour désinfecter le matériel. Et dans les cours de l'école de médecine ou même dans les cours de l'école de santé à l'ESS à l'époque, on donnait même des cours de flambage aux gens. Mais maintenant, le flambage est proscrit. Donc, une vérité de 1984 est un mensonge d'aujourd'hui. Si les documents ne sont pas mis à jour, certaines vérités qui étaient valables en 1984 ne sont plus valables aujourd'hui. Donc, il faut les mettre à jour pour retirer ce qui est devenu caduc. Et les nouvelles innovations, il faut les introduire. Donc, très généralement, au bout de 5 ans, il y a certaines choses, il y a certaines connaissances qui changent. Donc, au bout de 5 ans, ça change. Même la façon de faire. Autrefois, si je prends l'exemple sur l'APF, autrefois, l'APF, au départ, l'APF n'était autorisée qu'avec les agents qualifiés, les sages-femmes, les infirmiers, surtout les sages-femmes. C'était les sages-femmes qui étaient en tête pour l'APF. Mais c'est avec le temps qu'on a vu, si on ne change pas, si on ne démédicalise pas cette PF-là, le taux de couverture de chercher à atteindre ne sera jamais atteint. C'est ce qui fait actuellement, il y a les patrons qu'on a intégrés, il y a même les distributeurs à base communautaire qui font la PF actuellement. Donc, la PF n'est plus médicalisée. Maintenant, on va aller à la définition de la politique. Les documents de politique. Ils comprennent essentiellement 2 parties. La politique et les normes de service, les procédures. La politique définit les missions de la santé de la reproduction, indique les bénéficiaires, décrit les activités, les prestataires et les responsabilités pour offrir des soins de qualité. Pour l'offre des soins de qualité. Donc, quand on dit politique en matière de santé, ça définit la mission. Quand je prends un service donné, ça définit la mission. La politique définit la mission de ce service. Et la politique définit les indicateurs de ce service. Si je prends l'exemple sur la planification familiale, la PF par exemple,
quelle est la politique de planification familiale? La politique va définir la planification familiale. Qu'est-ce qu'on entend par planification familiale au Mali? Espacement des naissances, régulation des naissances, toutes ces définitions seront prises à ce niveau. La politique va définir, va indiquer aussi les bénéficiaires. Quels sont les gens qui doivent bénéficier de l'APF? On va dire les femmes en âge de procréer, on va citer. Et la politique décrit les activités. Quelles sont les activités que nous devons mener pour l'APF? Et quels sont les prestataires qui doivent offrir l'APF? Etc., etc. Après ça, peut-être la semaine prochaine, je vais vous montrer une page d'une description de politique dans les normes procédures. On va le projeter. Comme ça n'a pas été mis en position aujourd'hui. Donc, lorsque j'ai posé la question, lorsqu'on définissait la politique, il y a certains qui ont dit que c'est... dans les définitions, il y a certains qui ont dit que c'est l'ensemble des méthodes. Il y a d'autres qui ont dit que c'est... Bon, je n'ai pas les définitions en tête, mais quand on dit politique, c'est surtout les missions du service, quels sont les gens qui bénéficient de ce service, quels sont les idées de ce service, et quelles sont les responsabilités, et même il y a quelqu'un qui a dit la stratégie. Ici, la stratégie n'est pas sortie, mais la stratégie fait partie. Quelles sont les stratégies pour pouvoir mener ces activités? Maintenant, les normes. Les normes précisent les types de services offerts, les conditions minimales acceptables de performance et les qualifications. Les qualifications requises, exigées pour chaque service offert. Cible. Non, attends, cible. Non, attends d'abord. Les normes, on dit que les normes, c'est surtout, quand on dit les normes, les normes sont définies par niveau. Quelles sont les normes? Quand je prends un CESCOM, on va définir quelles sont les normes, c'est-à-dire quels sont les services qu'un CESCOM doit mener. Et quand on dit conditions minimales acceptables, ça c'est avec comment ça sera fait. Quel est le personnel qui doit faire, qui doit être à ce niveau? Quel est l'équipement qui doit être à ce niveau? C'est-à-dire les conditions minimales, c'est-à-dire les conditions minimales pour pouvoir avoir la qualité. Et quelles sont les qualifications requises? C'est-à-dire, ici aussi, qualifications requises, c'est les qualifications minimales. Quand on regarde les normes, il y a les normes par niveau. On va dire au niveau central, voilà ce que le niveau central va faire. Parce qu'on prend activité par activité. Est-ce que cette activité doit être faite au niveau central, oui ou non? Est-ce qu'au niveau régional, l'activité doit être faite? Est-ce qu'au niveau du district sanitaire, le centre de référence, est-ce que l'activité doit être faite? Est-ce qu'au niveau du CESCOM, l'activité doit être faite? Est-ce qu'au niveau village communautaire, l'activité doit être faite? Ça, c'est une description des normes. Après, on va prendre par profil d'agent. On va prendre les médecins. Est-ce que les médecins doivent faire de telles choses? Est-ce que les sages-femmes doivent faire de telles choses? Est-ce que les infirmiers d'État, infirmiers de premier doivent faire telle chose? Les techniciens de labo doivent faire telle chose, etc., etc. Et après, on va aller dans l'équipement des structures. Quel est l'équipement minimal qu'une structure doit avoir? Après avoir décrit les activités qui doivent être faites par niveau, quel est l'équipement minimal que ce niveau doit réunir pour pouvoir mener ces activités? Si on dit que au niveau CESCOM, on doit faire la prénatale, il faut qu'il y ait l'équipement minimal, le minimum d'équipement pour pouvoir faire la prénatale. Et peut-être, quand on prend la prénatale, toutes les activités, quand on est au niveau d'un hôpital régional ou bien d'un centre de santé de référence,
les activités diffèrent par niveau. Par exemple, au niveau des structures, des hôpitaux et des centres de référence, on va mettre, il faut qu'il y ait l'échographie, par exemple. Mais au niveau d'un système rural, pour le moment, l'échographie ne pourra pas être exigée. Mais les normes doivent être adaptées aux conditions et aux souhaits du département pour pouvoir réduire la mortalité et la morbidité des causes cibles qu'on a vues. Maintenant, à qui sont destinées les normes? Ça, c'est les cibles. Décideurs, gestionnaires de services, superviseurs, responsables des ONG et associations intervenant dans le secteur public, parapublic, communautaire et privé pour leur permettre de mieux définir et organiser leurs interventions en matière de SF à différents niveaux. Donc, ici, les normes, parce que quand quelqu'un veut intervenir, il faut qu'il soit au courant des normes. Parce que quelqu'un qui veut intervenir au niveau des SESCOM en matière de SR, il faut qu'il soit au courant des normes pour qu'il n'aille pas faire quelque chose qui n'est pas autorisé au niveau des SESCOM. Quelqu'un qui veut intervenir au niveau des SSRF, il faut qu'il soit aux normes, au courant des normes, ce qui est accepté au niveau des SSRF, pour qu'il n'aille pas faire ce qui n'est pas autorisé, etc., etc. Donc, tous ceux qui interviennent dans la gestion, la planification de la santé sont concernés par les normes. Vous avez vu ici, on n'a pas parlé des prestataires ici. Les prestataires sont surtout intéressés par les procédures. On va voir. Il est déjà l'heure. Bon, on va ça. On va finir avec la procédure. La procédure décrivent les gestes logiques et chronologiques nécessaires et indispensables à l'offre des services de qualité par les prestataires. Cible, tous les prestataires des services de SR, les formateurs, les superviseurs et ceux qui sont chargés de gérer et d'évaluer les programmes de santé de la reproduction. But, aider les prestataires à offrir des services de qualité. Donc ici, la procédure, ça dit que surtout les gestes séquentiels et logiques. Si je dois faire une injection intramusculaire, c'est la procédure qui va décrire qu'est-ce que je dois faire. Je dois commencer par laver mes mains. Je dois mettre un antiseptique sur mes mains. Je dois enlever la seringue de son enveloppe. Je dois adapter l'aiguille à la seringue. Je dois aspirer le diluant. Je dois mettre le diluant sur la poudre, etc., etc. Ça, c'est la procédure. Il y a certains qui appellent les procédures les standards. Procédure et standard, c'est des mots synonymes. De la procédure décrit les gestes logiques et séquentiels. Si je dois faire une CPN, comment je dois faire? Est-ce que je dois commencer par les pieds ou je dois commencer par la tête? C'est la procédure qui va m'indiquer comment je dois faire. Et vous voyez, la procédure, c'est très. Disons, les cibles les plus considérées par la procédure, c'est surtout les prestataires. Mais ce n'est pas uniquement les prestataires, il y a aussi les formateurs. Parce que si tu essaies de former quelqu'un, si tu n'es pas au courant des procédures, tu vas mal former cette personne. Il y a aussi ceux qui sont chargés de faire les supervisions. Quand tu vas superviser quelqu'un sur un geste, si toi-même tu ne maîtrises pas bien le geste, comment tu vas le superviser? Donc, pour pouvoir superviser quelqu'un sur un geste, une activité, il faut soi-même d'abord pouvoir exécuter ce geste, pour pouvoir superviser. L'évaluation, c'est la même chose. Pour pouvoir évaluer quelqu'un, ou pour pouvoir évaluer une structure par rapport à quelque chose, il faut connaître les procédures de cette chose d'abord. Dans la procédure, c'est surtout aux prestataires en premier lieu, aux formateurs, aux superviseurs et aux évaluateurs. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va s'arrêter ici. Parce qu'on n'a pas commencé, tout ça, on a commencé, on allait pouvoir terminer. On est à la moitié. 23 sur 43, 46.
Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui? Là, parce que comment on faisait, les gens donnaient leur adresse email à chose. Diakité. Moi, j'ai ventilé le document Word, parce qu'il y a un document Word. Moi, j'ai ventilé le Word à Diakité et il vous le ventilent. Mais cela ne doit pas vous empêcher de prendre les notes, parce que des fois, les notes peuvent être plus importantes que ce qui est mis dans le document. Il y a quelqu'un qui veut parler là, oui. Je suis à l'écoute. Qui veut parler? Non, ça va, professeur, ça va. D'accord. On va s'arrêter ici. La semaine prochaine, on va présenter un exemple de procédure, un exemple de normes et un exemple de politique. Inch'Allah, Allah sonama. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Merci, bien à la prochaine. On se dit à la semaine prochaine. Dieu le veut. Merci, professeur. À la prochaine. Allah Kodjirana. Bonjour. Bon, j'ai pas. Merci bien. Oui. La connexion. Message vocal